Un PDG millionnaire accueille dans son manoir une femme en larmes avec un bébé sous la tempête. Mais en rentrant plus tôt chez lui, il reste sous le choc de ce qu'il découvre. La pluie tombait drue sur les toits de Lyon, dessinant des lignes obliques et incessantes sur le pare-brise de la berline noire qui roulait silencieusement vers l'ouest de la ville. Théo Marchand, âgé de 36 ans, observait la route avec une concentration mécanique, presque absente. PDG d'une entreprise technologique florissante, il avait l'habitude des emplois du temps millimétrés, des réunions à la minute près, des décisions rapides et des résultats immédiats. Mais ce soir-là, une réunion avait été annulée à la dernière minute, libérant une soirée qu'il n'avait pas prévue. Il n'aimait pas l'imprévu, il n'aimait pas l'inconnu. Le ciel était sombre, presque noir, et les phares de la voiture découpaient les gouttes de pluie comme des lames blanches. La musique classique, discrète, emplissait l'habitacle luxueux. Il s'apprêtait à prendre le virage vers sa propriété, un vaste domaine entouré de bois à une trentaine de minutes du centre-ville, quand il la vit. Sur le bas-côté, une silhouette frêle, trempée, immobile, une femme, dans ses bras, un petit corps emmitouflé, un bébé. Théo freina brusquement. Il hésita. Ce n'était pas son genre de s'arrêter. Ce n'était pas son problème. Et pourtant, quelque chose dans la manière dont elle serrait l'enfant contre elle, dans l'urgence désespérée de son regard quand elle croisa le sien, l'atteignit sans qu'il comprenne pourquoi. Il sortit du véhicule et courut vers elle. La pluie ruisselait sur son visage, mais ses yeux restaient ancrés dans ceux de la femme. Elle tremblait, sa voix n'était qu'un souffle. « S'il vous plaît, je ne sais pas où aller. » Le bébé poussa un gémissement étouffé, puis une toux. Théo n'hésita plus. Il écarta son manteau, protégea l'enfant comme il put, et guida la jeune femme vers la voiture. À peine installée à l'arrière, elle murmura un merci presque inaudible. Son regard était fuyant, comme celui d'un animal acculé. Mais il ne posa pas de questions. Pas encore. Le trajet jusqu'à la maison se fit dans un silence pesant, interrompu seulement par les pleurs étouffés du bébé et les respirations irrégulières de la jeune femme. Théo, habituellement maître de chaque seconde de sa vie, se surprenait à ressentir quelque chose de flou, de nouveau, une inquiétude, une curiosité, peut-être même, au fond, une forme d'empathie oubliée. La grille automatique s'ouvrit sur la grande allée bordée d'arbres. La maison, aux murs de pierre claire et aux larges fenêtres, se dressait comme un refuge improbable au milieu de la tempête. Il coupa le moteur et descendit. La jeune femme ne bougea pas tout de suite. Il ouvrit la portière et tendit la main. Elle hésita, puis la saisit. À l'intérieur, il la guida jusqu'au salon, alluma la cheminée d'un geste expert et lui tendit une couverture. Elle serrait toujours le bébé contre elle, comme si elle craignait qu'on le lui arrache. Il demanda doucement « Comment vous appelez-vous » Elle releva les yeux, visiblement fatiguée, la voix rauque. « Camille. Camille Durand. Et lui, c'est Léo. » Le nom resta suspendu un instant dans l'air tiède de la pièce. Théo s'assit en face d'elle, sans chercher à imposer sa présence. Elle semblait sur le point de s'effondrer. Les flammes dansaient, projetant des ombres mouvantes sur les murs. Léo s'était enfin calmé, respirant avec un rythme plus régulier. « Vous pouvez rester ici cette nuit, » dit Théo. « Demain, nous verrons ce qu'il est possible de faire. » Elle acquiesça, les yeux embués de larmes. Un silence s'installa à nouveau, mais un silence différent, chargé de ce que l'on ne dit pas, et de ce que l'on ressent sans encore le comprendre. Théo monta préparer une chambre d'amis, prit des serviettes sèches et fit appeler discrètement une de ses employées de confiance pour aider. Il n'était pas un homme spontané, et pourtant, tout ce qu'il faisait ce soir-là allait à l'encontre de ses habitudes. Quelque chose venait de basculer. Une nuit inhabituelle, dans une vie trop bien réglée. Et il ne le savait pas encore. Mais rien ne serait plus jamais comme avant. Le lendemain matin, la pluie avait cessé. Mais le ciel demeurait couvert, comme si le jour hésitait encore à se lever. Théo descendit dans la cuisine, vêtu de vêtements décontractés qu'il ne portait presque jamais. La maison était étrangement silencieuse, malgré la présence de 2 nouveaux occupants. Il trouva Camille assise à la table, une tasse de thé fumante entre les mains, les yeux rivés sur le vide. Léo dormait paisiblement dans un couffin improvisé près de la cheminée. Elle releva la tête dès qu'elle le vit entrer et tenta un sourire timide mais sincère. « Je voulais vous remercier, monsieur Marchand. Appelez-moi Théo. Ce que j'ai fait, n'importe qui l'aurait fait. Mais au fond de lui,
il savait que ce n'était pas vrai. Très peu de gens auraient réagi ainsi, encore moins quelqu'un comme lui, dont la vie était soigneusement protégée derrière des barrières de contrôle et de méfiance. Il s'assit face à elle, observant le tremblement de ses mains et les cernes profondes sous ses yeux. Elle semblait fragile, brisée, mais il y avait aussi quelque chose de résolu dans sa posture, comme une force contenue derrière la peur. « Vous m'avez dit hier que vous étiez en fuite. Voulez-vous en parler ?» Elle baissa les yeux puis secoua lentement la tête. « Pas maintenant. Je suis encore... Ce n'est pas facile. » Théo hocha la tête. Il ne voulait pas la brusquer. Il sentait que trop de pression la ferait se refermer comme une huître. Il changea de sujet, lui proposant un petit déjeuner léger. À sa grande surprise, elle accepta et mangea avec appétit, comme si elle n'avait rien avalé depuis des jours. Au fil des heures, une routine discrète s'installa. Théo, bien que plongé dans ses affaires depuis son bureau au rez-de-chaussée, gardait une oreille attentive aux mouvements dans la maison. Camille s'occupait de Léo avec une douceur instinctive. Le bébé, après avoir surmonté la fatigue du voyage, semblait s'apaiser dans cet environnement calme. Les domestiques, intrigués mais professionnels, évitèrent les questions. Seulement Jeanne, la gouvernante, se permit une remarque discrète à Théo en fin d'après-midi. Elle est polie, respectueuse, mais elle évite le regard des autres, et elle garde toujours la porte fermée à clé. Théo remercia Jeanne sans commentaire. Le passé de Camille restait une énigme. Et pourtant, il ressentait quelque chose d'inhabituel, une sensation de présence différente, moins oppressante que d'ordinaire, comme si cette femme et cet enfant avaient ouvert une brèche dans le mur de sa solitude. Le soir venu, alors que la lumière déclinait et que les premières gouttes de pluie recommençaient à tomber, Théo croisa Camille dans le couloir. Elle portait Léo, qui gazouillait doucement, le regard fixé sur lui. Théo s'approcha sans réfléchir et tendit les bras. À sa grande surprise, Camille accepta. Le bébé se calma instantanément contre lui. Il le regarda, fasciné par la confiance immédiate de cette petite vie. Camille, elle, le regardait en silence, presque émue. « Il ne fait ça qu'avec très peu de gens, » murmura-t-elle. « D'habitude, il pleure dans les bras des inconnus. » Théo ne répondit pas, incapable de formuler ce qu'il ressentait. Il rendit doucement l'enfant à sa mère et resta là, dans le couloir, à les observer s'éloigner. Plus tard dans la nuit, il se retrouva dans son bureau face à ses écrans, ses chiffres, ses décisions. Mais l'esprit ailleurs, il pensait à Camille, à Léo, à cette scène étrange au bord de la route qui semblait à présent appartenir à une autre époque. Il savait que quelque chose clochait, que cette femme ne disait pas tout, mais il ne pouvait ignorer ce qu'il avait vu dans ses yeux, la peur, la sincère, l'instinctive, et une forme de douleur ancienne, que même le silence n'arrivait pas à dissimuler. Alors, pour la première fois depuis longtemps, Théo décida de ne pas chercher à tout comprendre. Il irait pas à pas. Il attendrait qu'elle parle, qu'elle se sente en sécurité. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'est que les réponses qu'il espérait seraient bien plus complexes, bien plus dérangeantes qu'il ne pouvait l'imaginer. Les jours suivants s'écoulèrent dans une étrange harmonie. Camille restait discrète, presque invisible lorsqu'elle se déplaçait dans la maison. Elle s'occupait de Léo avec une tendresse naturelle, nettoyait derrière elle, aidait parfois Jeanne dans de petites tâches sans qu'on le lui demande. Elle semblait vouloir se rendre utile, comme pour justifier sa présence. Théo, de son côté, respectait son silence, même s'il sentait monter en lui un mélange de curiosité et d'inquiétude qu'il avait du mal à contenir. Ce n'était pas seulement ce qu'elle taisait. C'était la manière dont elle évitait certains endroits, comme le salon de musique ou la bibliothèque, ou sa tendance à refermer toutes les portes derrière elle, à verrouiller la chambre d'amis dès qu'elle y entrait. Théo avait aussi remarqué qu'elle ne répondait jamais au téléphone et que parfois, elle sortait brièvement dans le jardin pour prendre ce qui semblait être des appels, le regard nerveux, les gestes rapides, toujours avec Léo dans les bras ou juste à côté d'elle. Un matin, alors qu'il descendait plus tôt que d'habitude, Théo surprit Jeanne en pleine conversation avec Hélène, la femme de ménage. Elle parlait bas, croyant être seule. « Elle est gentille, mais... il y a quelque chose de pas net, » dit Hélène. « J'ai entendu des voix hier soir. Elle parlait à quelqu'un dans la chambre, mais il n'y avait personne. »« Tu es sûr que ce n'était pas le bébé ?» demanda Jeanne, visiblement sceptique. « Non, c'était une voix d'homme. » Théo interrompit leur échange en toussant légèrement. Les deux femmes se turent aussitôt, embarrassées. Il fit comme s'il n'avait rien entendu, mais leur conversation ne quitta pas son esprit.
Une voix d'homme dans une chambre censée n'abriter qu'une mère et son enfant? Ce même soir, Théo tenta une approche différente. Après le dîner, alors que Camille regardait Léo jouer avec un petit jouet en bois, il s'assit près d'elle. « Je voulais vous dire que vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous en avez besoin. Il n'y a pas de condition. » Camille leva les yeux, visiblement touchée. « Merci, Théo. Je n'ai jamais connu un endroit aussi calme. Ça fait du bien. » « Vous ne recevez pas beaucoup de visites, observa-t-il avec douceur, ni de coups de fil. C'est volontaire? Elle baissa les yeux, son sourire se figea. « Je ne peux pas prendre le risque. Trop de gens voudraient me retrouver. » Théo attendit, pensant qu'elle continuerait. Mais elle se leva doucement et alla chercher Léo, qui s'endormait à moitié sur le tapis. « Je vais le mettre au lit. » Il resta seul dans le salon, les flammes de la cheminée dansant devant lui, projetant leurs reflets sur les murs. Il se sentait à la fois proche d'elle et éloigné, comme si une vitre invisible les séparait. Elle était là, mais jamais entièrement. Et cela le troublait plus qu'il n'aurait voulu l'admettre. Plus tard dans la nuit, il passa devant la chambre d'amis. La porte était fermée, bien sûr. Mais il perçut un murmure derrière le bois épais. Pas des pleurs. Une voix. Peut-être la sienne. Peut-être quelqu'un d'autre. Il ne savait plus. Le lendemain matin, Camille était comme d'habitude. Calme, souriante, attentive à son fils. Théo hésitait. Il ne voulait pas la trahir, ni se montrer intrusif. Mais il décida d'installer un système de surveillance discret, non pour l'espionner, mais pour s'assurer qu'elle n'était pas en danger, ou qu'elle n'en représentait pas un. La journée se déroula sans incident. Le soir venu, Théo consulta les images enregistrées discrètement dans les couloirs. Rien d'alarmant, juste Camille, marchant de la cuisine à sa chambre, parfois s'arrêtant dans le couloir pour écouter les bruits de la maison. Mais à minuit, une séquence attira son attention. Camille sortit en chaussettes, vêtue d'un simple peignoir, le téléphone contre l'oreille. Elle se dirigea vers la véranda et referma derrière elle. Le système ne captait pas l'audio, mais l'image était claire. Elle parlait, gesticulait, le visage tendu. Et à un moment, elle prononça un nom. Théo ne savait pas lire sur les lèvres. Mais ce nom, il le vit, clairement. Arnaud. Le même prénom, répété 2 fois, les lèvres bien visibles dans l'image granuleuse. Et son visage, à cet instant, changea. Ce n'était plus la jeune femme apeurée qui l'avait secourue. C'était autre chose. Quelque chose de plus sombre, de plus lourd. Théo éteignit l'écran. Il s'assit, longuement, dans l'obscurité de son bureau. Qui était vraiment Camille Durand? Et que cachait-elle derrière ses silences et ses regards fuyants? Les jours passaient, et en surface, rien ne semblait avoir changé. Camille poursuivait ses routines simples, s'occupant de Léo avec une douceur constante. Elle parlait peu, mais souriait plus souvent, surtout quand elle regardait Théo jouer avec le bébé. Léo, de son côté, semblait s'épanouir dans cet environnement protégé. Et pourtant, dans l'esprit de Théo, quelque chose avait basculé. Le nom prononcé sur la vidéo revenait en boucle. Arnaud. Il n'avait jamais été mentionné auparavant. Pas une seule fois. Qui était-il? Un frère? Un ancien compagnon? Un ennemi? Il n'avait aucune réponse. Alors Théo fit ce qu'il savait faire de mieux, enquêter. Discrètement, il demanda à son assistant personnel de vérifier les papiers fournis par Camille lors de son arrivée, notamment la copie de sa carte d'identité. Il prétendit avoir besoin d'un contrôle de routine pour des raisons de sécurité. Les résultats ne tardèrent pas. Le document semblait valide, mais des incohérences mineures étaient repérables. Une adresse inexistante, une date de naissance différente de celle qu'elle avait mentionnée un jour en passant. Et surtout, l'enregistrement du document ne figurait dans aucun registre officiel à la date indiquée. Une falsification subtile, mais réelle. Le doute s'immisça. Théo se souvint d'un détail en particulier. Le jour où elle avait dit avoir fui en urgence, elle avait mentionné une ville du Nord. Pourtant, sur un des sacs qu'elle avait apporté, un vieux sac à dos noir qu'elle ne laissait jamais loin d'elle, figurait une étiquette d'un hôtel situé à Marseille, tout au sud du pays. Un simple oubli, un mensonge, il ne savait plus quoi penser. Et puis, il y avait Léo. Le lien entre Théo et l'enfant devenait plus fort chaque jour. Léo riait rarement, mais quand il voyait Théo, ses yeux brillaient. Il tendait les bras, babillait des sons joyeux, se calmait dès qu'il était porté. Une relation inexplicable, presque instinctive. Ce petit être, sans le savoir,
chamboulait les fondations d'un homme qui croyait avoir tout prévu dans sa vie. Théo se mit à passer plus de temps à la maison, prétextant des réunions virtuelles ou des décisions à prendre au calme. Il observait, écoutait, se perdait parfois dans ses réflexions. Un après-midi, alors qu'il descendait un peu plus tôt, il surprit Camille dans la cuisine, en pleine discussion téléphonique. Elle tourna immédiatement le dos, murmura quelques mots et raccrocha avant de le saluer comme si de rien n'était. « Tout va bien ?» demanda-t-il. « Oui, juste un appel de routine. Une amie. Rien d'important. » Mais ses yeux évitaient les siens. Théo savait reconnaître un mensonge poli. Il n'insista pas, préférant emmagasiner les signaux. Cette nuit-là, il retourna dans les enregistrements. Rien de vraiment nouveau. Sauf un détail. Dans une courte séquence, on voyait Camille ouvrir la porte de sa chambre à quelqu'un. L'angle ne permettait pas de voir le visage. Juste une silhouette masculine, furtive, entrant dans la pièce sans un mot. Théo sentit un froid parcourir son dos. Qui était cet homme? Comment était-il entré? Pourquoi aucun système d'alarme ne s'était déclenché? Il remonta les enregistrements des caméras extérieures. Rien. L'homme n'était pas passé par les portails. Il devait connaître une autre entrée. Peut-être une faille dans le système, une porte de service. Ou pire encore, peut-être que Camille l'avait fait entrer elle-même. Le lendemain matin, Théo décida d'agir. Il engagea discrètement un ancien enquêteur privé avec qui il avait déjà travaillé sur des affaires internes à son entreprise. Il lui remit les éléments connus, le nom Camille Durand, les documents, l'extrait vidéo, et surtout, ce prénom unique, Arnaud. Il demanda des réponses précises, et vite. Pendant ce temps, il continua de jouer son rôle d'hôte aimable. Il ne voulait pas brusquer Camille, ni créer une atmosphère de méfiance. Mais chaque regard échangé, chaque sourire partagé était désormais teinté d'un doute. Un après-midi, alors qu'il jouait avec Léo sur le tapis du salon, Camille entra et les observa en silence. Elle avait l'air émue ou coupable. Il ne savait plus faire la différence. « Il vous adore », dit-elle doucement. « C'est rare chez lui. Il n'accorde pas facilement sa confiance. »« Peut-être qu'il sent les choses, » répondit Théo. Elle acquiesça, l'air absent, puis elle ajouta « Vous avez changé quelque chose en moi, Théo. Je ne m'attendais pas à trouver de la paix ici. » Ces mots le frappèrent, parce qu'il semblait sincère et parce qu'il contredisait tout ce qu'il voyait ailleurs. Il aurait aimé y croire pleinement, mais un détail ne collait pas. Et ce détail, il le savait, finirait par changer tout ce qu'il pensait comprendre de cette femme et de l'enfant qui avait bouleversé sa vie. La tension s'était installée dans l'air, invisible mais constante. Théo se comportait toujours en hôte attentif, presque chaleureux, mais ses gestes avaient changé. Plus mesurés, plus prudents. Camille semblait le sentir, bien qu'elle n'en dise rien. Léo, lui, restait la seule source de pureté dans ce climat chargé d'interrogations. Un jeudi matin, alors que Théo terminait une réunion virtuelle dans son bureau, il entendit des voix venant du couloir. Ce n'étaient ni les employés, ni Camille en conversation avec Léo. C'était une voix adulte, basse, grave. Il se leva, ouvrit doucement la porte et suivit le son. Il arriva près de la bibliothèque. La porte était entrebâillée. Camille était à l'intérieur, au téléphone, tournant le dos à l'entrée. Elle parlait rapidement, avec une tension nouvelle dans sa voix. Mais ce qui frappa Théo n'était pas le ton, c'était la langue. Ce n'était pas du français. Il resta immobile, écoutant quelques mots. « Non, pas maintenant. Je vous ai dit que ce n'était pas sûr. Arnaud. Il ne doit pas savoir. » Le prénom le frappa comme une lame. Arnaud. Encore lui. Théo recula doucement, veillant à ne pas se faire remarquer, et retourna dans son bureau. Il resta assis plusieurs minutes, le regard perdu. Elle mentait. Il en avait désormais la preuve claire. Le nom était revenu. La langue étrangère, une forme d'italien ou de roumain, il n'en était pas certain, ajoutait une couche de complexité. Qui était Arnaud? Pourquoi ne devait-il rien savoir? Et surtout, pourquoi Camille restait-elle sous son toit, entourée de silence et de demi-vérité? Lorsqu'il la confronta en fin de journée, ce fut avec douceur mais sans détour. « J'ai entendu votre conversation ce matin, dans la bibliothèque. » Elle se figea, le regardant avec une terreur sincère. Puis elle détourna les yeux. « Ce n'est pas ce que vous croyez. Alors dites-moi ce que c'est. »« Je ne peux pas. Pas encore. Vous avez parlé d'Arnaud. Qui est-il? Pourquoi ce secret ?» Elle serra Léo contre elle,
comme un bouclier. Je ne voulais pas vous impliquer. Ce n'est pas de votre faute. Je suis reconnaissante, Théo, mais il y a des choses que je dois gérer seule. Il la fixa longuement. Il voulait croire en elle. Il voulait croire à cette femme qui s'occupait si tendrement de son enfant, mais il se sentait trahi et surtout mis à l'écart d'un danger qu'il ne pouvait plus ignorer. Je vous ai ouvert ma maison. J'ai droit à la vérité. Pas toute la vérité. Pas encore, dit-elle avec tristesse. Sinon, vous ne me laisserez plus rester. Puis elle s'éloigna doucement, refermant derrière elle la porte du salon. Ce soir-là, le détective privé contacta Théo. Il avait trouvé des informations. Le nom Durand n'est pas rare, mais il y a bien un Arnaud Durand impliqué dans une enquête en cours. Blanchiment, fraude fiscale, fonds détournés d'entreprises technologiques. Il est porté disparu depuis plus d'1 an. La police le cherche encore. Et figurez-vous, il a travaillé brièvement pour votre entreprise il y a 3 ans. Le sang de Théo se glaça. C'était trop pour être une coïncidence. Il se souvenait à peine d'un Arnaud dans les anciens fichiers de personnel, mais ce nom, à l'époque, ne signifiait rien. Aujourd'hui, il prenait une dimension terrifiante. « Et Camille ?» demanda Théo. « Pas de trace officielle d'une Camille Durand liée à lui, mais j'ai trouvé un article ancien. Une photo floue prise à la sortie d'un tribunal. Arnaud est là. Et derrière lui, une femme. Je suis presque certain que c'est elle. » Théo raccrocha, abasourdi. Tout devenait trouble. Si elle était liée à Arnaud, que faisait-elle réellement dans sa maison? Était-elle victime ou complice? Le lendemain matin, alors qu'il descendait dans la cuisine, il trouva Camille déjà debout, préparant un biberon pour Léo. Elle leva les yeux, croisa son regard et comprit aussitôt qu'il savait. Elle baissa les yeux, continua son geste. « Je vais partir, murmura-t-elle. Ce soir, je ne veux pas vous créer de problème. » Mais Théo ne répondit pas tout de suite. Car malgré tout, malgré les mensonges et les non-dits, il ressentait quelque chose de puissant qu'il n'arrivait pas à nommer. Et il ne voulait pas encore la voir partir, pas avant d'avoir toutes les réponses. La journée s'annonçait calme, mais dans l'esprit de Théo, le tumulte ne cessait de grandir. L'information obtenue la veille bourdonnait dans sa tête comme une alarme persistante. Arnaud Durand, impliqué dans une affaire financière à l'échelle nationale. Ancien employé de sa propre entreprise. Et probablement le frère, ou pire l'associé de Camille, la femme qu'il hébergeait depuis plusieurs semaines. Plutôt que de confronter directement Camille une nouvelle fois, Théo opta pour une autre voie. Il contacta un vieil ami au sein de la brigade financière de Paris, un homme de confiance habitué aux affaires complexes. Il lui transmit les éléments dont il disposait, y compris le prénom, les vidéos, les incohérences des documents. En retour, il reçut un dossier confidentiel protégé par mot de passe. Il l'ouvrit sur son ordinateur personnel, dans son bureau verrouillé. Le nom d'Arnaud Durand s'y trouvait, en lettres noires sur fond blanc, des montants astronomiques, des sociétés écrans, des partenaires fictifs. Et parmi les témoins cités dans l'enquête, un nom attira immédiatement son regard, Camille Durand. Mais ce n'était pas une suspecte. C'était elle qui, selon le rapport, avait fourni à la police des documents clés récupérés clandestinement sur l'ordinateur personnel d'Arnaud. Une dénonciation interne, un coup de poignard contre un proche. Le rapport évoquait un lien familial, sans le confirmer. Mais une chose était claire, Camille n'était pas en fuite parce qu'elle avait participé au crime. Elle fuyait ceux qu'elle avait trahis. Théo recula dans son fauteuil, abasourdi. Elle lui avait donc dit une partie de la vérité, même si elle avait caché le contexte. Et pourtant, quelque chose continuait de grincer. Pourquoi n'avait-elle rien dit dès le début? Pourquoi cette paranoïa, ces appels mystérieux, ce silence chargé de peur? Il décida de la confronter une dernière fois, non pas pour la piéger, mais pour comprendre. Le soir venu, alors que Léo dormait, il la trouva dans le salon, assise dans un fauteuil, les jambes repliées, regardant les flammes danser dans la cheminée. Il s'approcha, s'assit lentement à côté d'elle. « J'ai lu un rapport de police, Camille. Il parle de vous et d'Arnaud. » Elle ne bougea pas, mais ses mains se crispèrent sur la coudoir. « Alors vous savez, je sais que vous l'avez dénoncé, que vous avez fourni des preuves, et qu'il est en fuite. » Elle acquiesça, sans tourner la tête. Il était devenu dangereux. Il avait commencé à menacer des gens, moi y compris. Pourquoi ne pas me l'avoir dit depuis le début? Elle se tourna lentement vers lui, les yeux pleins de fatigue et de douleur. Parce que je ne savais pas si je pouvais vous faire confiance. Vous êtes riche, puissant, dans le monde d'Arnaud. Peut-être,
Peut-être qu'il avait encore des gens à l'intérieur, des complices. Théo la regarda longtemps. Il comprenait désormais la peur, les silences, les portes fermées, mais d'autres zones d'ombre demeuraient. Et le bébé, il n'est pas de lui. Elle secoua la tête, un soupir profond quittant ses lèvres. Non, Léo est mon fils. Son père était un homme influent. Trop. Quand j'ai découvert qu'il m'utilisait, j'ai rompu. Il n'a jamais reconnu l'enfant. Et je ne veux pas qu'il sache où nous sommes. Elle se leva, fit quelques pas dans la pièce. J'ai dénoncé Arnaud. J'ai fui le père de Léo. Et je me suis retrouvé seul. J'ai changé d'identité, je suis resté caché, jusqu'à ce soir de pluie. Théo resta silencieux. Tout ce qu'elle disait résonnait avec ce qu'il avait découvert. Et pourtant, une nouvelle question l'assaillit. Alors pourquoi ce prénom à nouveau? Pourquoi l'avoir mentionné au téléphone? Pourquoi ce ton paniqué? Elle se tourna vers lui, visiblement blessée par la question. Parce qu'il m'a retrouvé. Arnaud. Il m'a appelé. Je ne sais pas comment. Il m'a dit qu'il savait où j'étais, qu'il viendrait, et que si je parlais de lui à quelqu'un, il s'en prendrait à Léo. Un silence lourd tomba dans la pièce. Le feu crépitait doucement. Seul bruit dans l'immensité du salon. Je voulais vous protéger, Théo. Vous ne méritiez pas d'être mêlé à ça. Je voulais partir avant qu'il ne soit trop tard. Mais Théo secoua lentement la tête. Vous n'allez nulle part. Pas tant que cet homme est en liberté. On va trouver une solution. Ensemble. Elle le regarda, surprise. Puis ses yeux s'emplirent de larmes. Pourquoi vous faites ça? Il n'avait pas de réponse claire. Pas encore. Peut-être parce qu'il s'était attaché. Peut-être parce qu'il croyait en elle. Ou peut-être tout simplement parce qu'il ne supportait plus de vivre dans un monde où les gens disparaissent quand on a le plus besoin d'eux. Les révélations de Camille avaient agi comme un choc dans la vie de Théo, brisant les dernières défenses qu'il s'évertuait à maintenir. Il voulait croire à tout ce qu'elle avait dit. Son instinct lui soufflait qu'elle disait la vérité. Mais l'homme qu'il était, façonné par la méfiance, l'analyse et le contrôle, ne pouvait pas s'empêcher de remettre en question chaque mot, chaque regard, chaque fragment de récit. Le lendemain matin, il se leva tôt, incapable de dormir. La maison était silencieuse, plongée dans la lumière grise de l'aube. Il descendit dans son bureau, relut une nouvelle fois le rapport de la police, puis consulta ses messages. Un en particulier attira son attention. Un rapport complémentaire du détective privé. Il y avait un nom nouveau, Julien Renaud, ancien compagnon de Camille, et selon certaines sources, probable père de Léo. L'homme avait été mêlé à plusieurs affaires discrètes, notamment des campagnes de désinformation lors d'élections régionales. Il n'avait jamais été inculpé, mais son nom apparaissait souvent dans des cercles politiques fermés. Théo sentit son cœur se serrer. Julien, encore un personnage dissimulé dans l'ombre. Vers 10 heures, alors que la maison s'animait lentement, Théo aperçut Camille dans le jardin. Elle jouait avec Léo, riant pour la première fois depuis des jours. Il hésita, mais la méfiance prit le dessus. Il sortit et la rejoignit, les mains dans les poches. « Tu m'as parlé du père de Léo, » dit-il doucement. « Mais tu n'as jamais donné son nom. » Camille s'arrêta de rire, puis reprit Léo dans ses bras, le serrant contre elle. « C'est vrai, je ne voulais pas que tu fasses des recherches. Trop tard, je sais qui il est. Julien Renaud. » Elle pâlit. Son visage se referma, comme frappé par une peur ancienne. « Ce n'est pas ce que tu crois, » murmura-t-elle. « Julien n'est plus dans ma vie depuis longtemps. Il m'a fait du mal, mais je croyais qu'il m'avait oublié, jusqu'à il y a quelques jours. »« Il t'a contacté ?» Elle acquiesça, les yeux embués. « Il m'a trouvé, je ne sais pas comment. Il a dit qu'il voulait régler les choses, mais ce qu'il veut vraiment, c'est m'empêcher de parler. Il a ses propres secrets. Il sait que si je parle de lui, il pourrait tomber aussi. » Théo sentit une colère sourde monter en lui. Non seulement Camille était traquée par son frère, mais elle était aussi à la merci d'un homme qui avait tout intérêt à la faire taire. « Tu dois porter plainte. Officiellement. Et risquer que Léo soit entraîné dans tout ça. Que les médias découvrent qui est son père. Que tout explose. » Elle avait raison. Le scandale serait immense. Et Théo, malgré toute sa puissance, ne pouvait pas la protéger contre le poids des projecteurs médiatiques. Mais il pouvait faire autre chose. La soutenir. « Tu n'as pas à tout porter seul. » Elle le regarda avec une intensité qui le troubla. « Et toi, tu ne risques rien ?
Tu crois vraiment que ces gens vont te laisser tranquille maintenant que tu sais? Il haussa les épaules, un sourire amer aux lèvres. Je suis déjà mêlé jusqu'au cou. Camille s'approcha alors, posa une main sur son bras. Je ne voulais pas tomber amoureuse de toi, je te jure. Je voulais juste fuir, protéger mon fils, mais tu es devenu autre chose. Tu es devenu un refuge. Théo resta silencieux. Ces mots le bouleversaient plus qu'il ne voulait l'admettre. Il aurait pu l'embrasser. Il aurait pu la prendre dans ses bras. Mais il recula d'un pas, le regard fixé sur l'horizon. Il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on va faire, parce qu'ils ne vont pas arrêter. Camille hocha la tête, comprenant que le moment de répit était terminé. Léo, dans ses bras, babillait doucement, inconscient du poids qui pesait sur les adultes autour de lui. Ce soir-là, alors que Théo travaillait tard, il entendit un bruit inhabituel à l'entrée de service. Il descendit discrètement et vit à travers la vitre une silhouette masculine, grande, immobile. Il ouvrit la porte avec prudence. L'homme le fixa. « Je suis Julien. Je suis venu chercher Camille. » Théo sentit son cœur s'arrêter une fraction de seconde. Tout venait de changer. Il n'avait plus le choix. Julien. Le nom avait quitté les rapports confidentiels pour se matérialiser sous les yeux de Théo dans le silence froid de l'entrée de service. L'homme portait un manteau sombre, le visage dissimulé à moitié par une écharpe, mais son regard n'avait rien d'effacé. Il était calme, trop calme. « Camille ne veut pas te voir », lança Théo, essayant de contenir la tension dans sa voix. Julien haussa légèrement les épaules, comme s'il attendait cette réponse. « Elle changera d'avis. Je vais rester dans le coin. » Puis il tourna les talons et disparut dans l'obscurité du parc, sans une menace, sans un geste brusque. Mais cette tranquillité apparente n'apaisait rien. Théo verrouilla la porte et resta plusieurs secondes immobile, l'esprit en ébullition. Il ne pouvait pas ignorer ça. Il ne pouvait plus simplement observer. Il remonta, chercha Camille dans toute la maison, mais ne la trouva pas. Ce n'est qu'en passant devant le couloir des chambres qu'il entendit un murmure, des rires, et le grincement à peine audible d'un parquet ancien. Il s'approcha, le cœur battant. La porte de la chambre d'amis, celle où elle dormait depuis son arrivée, était entrebâillée. Il s'en approcha sans bruit et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Et là, il les vit. Camille, Julien, ensemble. Ils ne s'embrassaient pas, mais elle ne semblait pas le repousser non plus. Elle parlait vite, agitée, et lui, assis sur le bord du lit, la regardait avec une familiarité dérangeante. Léo dormait paisiblement dans son petit lit de voyage à côté. Le contraste entre la douceur de l'enfant et la tension de la scène rendait le tout irréel. Théo recula lentement. Le monde basculait sous ses pieds. Toutes les certitudes, les élans de compassion, les regards échangés semblaient soudainement faux. Et si Camille jouait un double jeu depuis le début, si Julien n'était pas une menace mais un complice, si cette fuite n'avait été qu'un prétexte pour se rapprocher de lui, pour l'utiliser. Il retourna dans son bureau, referma la porte derrière lui et s'assit. Les mains tremblaient. La colère montait, brûlante, nourrie par la trahison et l'humiliation. Il repassa mentalement chaque détail. Les silences de Camille, ses regards fuyants, les documents falsifiés, les appels en cachette, les noms prononcés à demi-mot. Tout semblait maintenant pointer dans une seule direction. Manipulation. Plusieurs heures passèrent. Il ne sortit pas. Il n'alla pas dîner. Il resta là, figé, à observer les caméras internes, les mouvements, les preuves qu'il avait ignorées. Il se détestait d'avoir cru, d'avoir voulu croire. Vers 2 heures du matin, la maison était de nouveau silencieuse. Camille frappa doucement à la porte de son bureau. « Théo ?» Il ne répondit pas. « Je sais que tu m'as vu. Je peux t'expliquer. » Il ouvrit, lentement. « Tu as intérêt à être convaincante, » dit-il d'une voix sèche. Elle entra, les traits tirés mais les yeux clairs. « Julien est le père de Léo. Oui, mais je ne l'ai pas fait entrer. Il est venu seul. Il m'a menacé. Tu ne l'as pas repoussé non plus, parce que je devais l'écouter. Il sait des choses sur Arnaud. Il dit qu'il peut m'aider à le faire tomber. Mais en échange, il veut que je quitte tout. Toi, cette maison. » Théo la regarda, incrédule. « Et tu hésites ?» Elle secoua la tête, les yeux embués. « Je ne veux pas partir, mais je ne peux pas te mettre en danger non plus. Il est capable de tout. Il connaît des gens, des secrets. Si je reste, tu risques de perdre plus qu'un peu de confort. » Un silence s'installa. « Et si c'est toi qui joues un double jeu ?»
demanda Théo, les mâchoires serrées. « Et si tu étais avec lui depuis le début ?» Camille pâlit. « Tu crois vraiment ça de moi ?»« Je ne sais plus ce que je crois. » Elle baissa les yeux, brisée. « Je comprends. » Puis, dans un souffle, « Je vais partir demain. Tu n'auras plus à douter. » Et elle sortit, sans un mot de plus. Théo resta seul. Plus seul qu'il ne l'avait jamais été. Le lendemain matin, la maison était inhabituellement calme. Théo, malgré la nuit blanche, se leva avec l'idée claire de demander à Camille de quitter la propriété. L'émotion luttait encore contre la logique, mais la méfiance gagnait du terrain. Pourtant, en traversant le couloir menant aux chambres, il entendit à nouveau cette voix d'homme. Julien. Il était encore là. Théo accéléra le pas, ouvrit la porte de la chambre d'amis sans frapper. Camille se tenait debout, près de la fenêtre entr'ouverte, les bras croisés. Julien était assis dans le fauteuil, les jambes allongées avec une désinvolture agaçante. Tous deux se retournèrent en même temps. Léo, dans son berceau, babillait innocemment. « Vous deviez être parti, lança Théo à Julien le ton dur. « J'attendais justement qu'on parle, répondit l'homme en se levant. Camille intervint aussitôt. « Théo, laisse-moi t'expliquer. » Mais il leva la main. « Non, je veux l'entendre, lui. » Julien le regarda avec une expression tranquille, presque compatissante. « Tu crois que je suis un danger. Tu te trompes. C'est Arnaud, le vrai problème. Il a encore des contacts dans ton entreprise. Il sait que Camille est ici. » Théo tressaillit. « Comment ? Parce que tu as été imprudent. Tu crois que tes employés ne parlent pas ? Tu crois que ton système est inviolable ? Tu crois que ce genre d'homme agit seul ?» Le silence se fit, pesant. Julien poursuivit. « Je ne suis pas ici pour nuire. J'ai vécu avec Camille. J'ai aimé cette femme, même si j'ai fait des erreurs. Aujourd'hui, je veux qu'elle soit en sécurité, avec Léo. Mais pour ça, il faut disparaître. Et pour disparaître, elle doit couper tout lien, avec toi compris. » Camille se tourna vers Théo désespéré. « Ce n'est pas ce que je veux. Mais c'est ce que tu vas faire ?» demanda Théo glacé. « Je ne sais pas. » Julien s'approcha de Théo, s'arrêtant à une distance respectueuse. « Elle est en danger tant qu'elle est ici. Toi aussi. Si tu veux vraiment l'aider, laisse-la partir. » Il sortit sans un mot de plus. Camille resta, incapable de soutenir le regard de Théo. « Dis-moi la vérité, Camille. Toute la vérité. Maintenant. » Elle s'assit lentement sur le bord du lit, les mains tremblantes. « Julien est revenu il y a quelques jours. Il m'a retrouvé grâce à un vieil ami à Arles. Il m'a dit que si je ne partais pas avec lui, Arnaud s'en prendrait à Léo. Il affirme avoir des documents, des preuves qui peuvent faire tomber Arnaud. Mais il veut que je parte, que je me taise, que je coupe les ponts. Et tu le crois? Je ne sais plus. Il a menti tant de fois. Mais il est aussi le père de mon fils. Et moi? Je compte pourquoi? » Elle le regarda enfin, les larmes aux yeux. « Tu comptes plus que je ne veux l'admettre. Je t'ai laissé entrer dans ma vie alors que je ne devais faire confiance à personne. Et maintenant, je suis déchiré. » Théo s'assit à côté d'elle. « Tu dois faire un choix, Camille. Pas pour Julien, pas pour moi, pour Léo. Ce garçon mérite un avenir qui ne soit pas bâti sur des fuites, des mensonges, des silences. » Elle acquiesça lentement. « Je sais. Mais je ne peux pas choisir maintenant. Je dois avoir ces fameuses preuves. » Ce soir-là, Julien accepta de tout dévoiler. Ils se retrouvèrent tous les trois dans le bureau de Théo. Julien sortit une clé USB et la connecta à l'ordinateur. Des documents, des enregistrements, des relevés bancaires, tout pointait vers Arnaud. Mais certains fichiers montraient aussi des transferts depuis un compte secondaire appartenant à Camille. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Théo, les yeux rivés sur l'écran. Camille sembla dévastée. « Je ne sais pas. Ce compte, je n'ai jamais eu accès. C'est Arnaud. Il avait ouvert des comptes à mon nom. Il m'a piégé. » Julien hocha la tête. Il savait qu'un jour elle pourrait parler. Alors il a laissé de fausses traces, pour que si elle parlait, elle tombe avec lui. Théo sentit un vertige. Tout devenait flou. Victime? Complice? Instrument? Il n'arrivait plus à démêler les fils. Julien se leva. « Il faut partir. Ce soir. » Camille le regarda, puis tourna les yeux vers Théo. « Dis-moi ce que je dois faire. » Mais Théo, cette fois, ne répondit pas. Il ne pouvait plus décider pour elle. La nuit était tombée depuis longtemps sur la propriété, lorsque Théo, Camille et Julien restèrent seuls dans le bureau, les documents encore projetés sur l'écran, comme des témoins muets d'un passé impossible à effacer. Personne ne parlait. Le choix pendait dans l'air oppressant.
Camille regardait alternativement Julien et Théo, comme si chaque mouvement, chaque respiration allait changer le cours de sa décision. « Je peux partir avec lui », murmura-t-elle. Et tout disparaît. Arnaud, les menaces, les regards. Léo sera en sécurité, c'est ce qui compte. Théo se leva brusquement. « Tu crois vraiment que fuir va garantir sa sécurité? Tu crois que Julien va te protéger mieux que la justice? La justice, celle qui pourrait me confondre avec Arnaud? Celle qui verrait mon nom sur des comptes illicites ?» Julien se redressa, visiblement irrité. « Elle n'a pas le choix. Vous ne comprenez pas, Théo. Vous vivez dans un monde où tout est clair, structuré, protégé. Ce n'est pas son monde, pas le mien non plus. Ce n'est pas une excuse pour l'entraîner dans un labyrinthe sans fin, » répliqua Théo. Camille les interrompit. « Assez. Je n'ai pas besoin de vous voir vous battre. J'ai besoin de comprendre ce qui est juste pour Léo. » Et à ce moment-là, un cri retentit à l'étage, un cri de bébé, puis une toux, longue, agressive, alarmante. Camille bondit, suivi de Théo. Ils montèrent 4 à 4 les escaliers. Léo était assis dans son lit, le visage rouge, suffocant. Sa respiration était hachée, douloureuse. Camille le prit dans ses bras, paniqué. « Il a de la fièvre, je le sens brûlant. » Théo toucha le front de l'enfant. Il était brûlant, trempé de sueur, son petit corps agité de frissons. « Il faut l'emmener à l'hôpital, tout de suite. » Julien arriva à son tour, mais Camille l'écarta. « Non, toi, reste ici. » Elle descendit précipitamment avec Théo. Ils embarquèrent dans la voiture. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut rapide mais silencieux, entrecoupé des pleurs de Léo et des battements précipités de leur cœur. À la réception des urgences, ils furent immédiatement dirigés vers une salle de soins pédiatriques. Léo fut pris en charge, branché à des appareils. Un médecin les rassura rapidement. C'est une poussée de fièvre virale aiguë, rien de dramatique. Mais il faut le garder sous observation cette nuit. Camille s'effondra dans un fauteuil, les mains tremblantes. Théo s'assit à côté d'elle. « Tu n'es pas obligé de partir avec lui, pas après ça. » Elle secoua la tête. « Je ne sais plus ce que je dois faire. Quand je suis avec toi, j'ai l'impression que tout est possible, que je peux redevenir moi-même. Mais avec Julien, je me rappelle d'où je viens, de ce que j'ai fui, de ce que je suis toujours pour beaucoup. Une cible. Tu n'es pas seule, Camille. Plus maintenant. » Elle le regarda, les yeux brillants. « Et si tout ça t'entraînait dans ma chute? Et si Arnaud trouvait un moyen de te faire payer aussi? Je suis déjà impliquée. Et je ne regrette rien. » Elle prit sa main, la serra. « Il faut que je voie Julien une dernière fois, que je lui dise que c'est fini, que je ne partirai pas. » Théo hocha la tête. « Et si jamais il réagit mal? Alors tu appelleras la police, et je n'aurai plus à fuir. » Cette nuit-là, à l'hôpital, ils restèrent l'un près de l'autre, silencieux, veillant Léo, respirant enfin à l'unisson. Quand le matin arriva, Léo allait mieux. Sa température avait baissé. Il dormait paisiblement. Camille se leva, embrassa le front de son fils, puis se tourna vers Théo. « Je rentre à la maison, une dernière fois, et je choisis. » Il la suivit du regard. Il savait que cette décision ne dépendait plus de lui. Elle lui appartenait entièrement. Camille rentra seule à la maison dans l'après-midi, laissant Théo auprès de Léo à l'hôpital. Le silence l'accueillit dès qu'elle franchit le seuil, un silence lourd, presque étouffant. Elle gravit lentement les escaliers, le cœur serré, les pensées éparpillées. Elle savait que ce qu'elle s'apprêtait à faire ne laissait plus place à l'hésitation. Julien l'attendait dans le salon, assis, le visage fermé. Il se leva dès qu'elle entra. « Il va bien ?» demanda-t-il sans détour. « Oui, il reste en observation, mais il est hors de danger. » Julien acquiesça lentement. « Alors tu es venu pour me dire quoi ?» Camille s'approcha, droite, déterminée. « Je ne pars pas avec toi. » Julien la fixa longuement, sans répondre. « Tu ne comprends pas, Camille. Ce n'est pas un jeu. Arnaud sait. Il approche. Tu n'as plus de marge. Si tu restes, tu signes ton arrêt de mort. Peut-être, mais j'en ai assez de fuir. Je veux me battre. Pour mon fils. Pour moi. » Julien s'avança, visiblement contrarié. « Et lui, tu crois qu'il va te sauver? Ce type, il ne connaît rien de ta vie. Il n'a aucune idée de ce que c'est que de vivre avec la peur. Il m'a offert ce que tu ne m'as jamais donné, la paix, la confiance, et surtout, le choix. » Julien resta figé, puis il soupira, haussa les épaules. « Très bien, mais ne viens pas pleurer si tout s'effondre. » Il tourna les talons. « Je ne pars pas avec toi. » 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 Il tourna les talons.
Camille le suivit jusqu'à la porte. « Je veux que tu quittes cette maison maintenant et que tu n'approches plus jamais de Léo. » Julien se retourna une dernière fois. « Tu es plus forte que je croyais. » Puis il disparut. Camille verrouilla la porte, s'effondra contre le mur du hall, les larmes coulant en silence. Elle avait fait son choix, et ce choix, aussi douloureux soit-il, lui appartenait enfin. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que la maison n'était plus entièrement sous son contrôle. Pendant qu'elle affrontait Julien, quelqu'un, quelque part, recevait une alerte. Une connexion non autorisée aux caméras de surveillance venait d'être détectée. Le système de sécurité installé par Théo avait été piraté, et une image s'était figée sur un écran à des kilomètres de là. Camille, en pleurs, seule. À l'hôpital, Théo observait Léo dormir quand une infirmière lui apporta une enveloppe. « Elle m'a demandé de vous remettre ceci si elle s'absentait. » Surpris, Théo l'ouvrit. À l'intérieur, une lettre manuscrite. « Théo, je suis parti, pas parce que je doute de toi, mais parce que j'ai peur de ce que je pourrais te coûter. Ce monde n'est pas le tien, et je refuse d'y traîner quelqu'un que j'aime. Je t'ai observé avec Léo. Tu as été plus qu'un refuge. Tu as été la première lumière après des années de nuit. Mais je dois m'éloigner, pour qu'il grandisse libre, pour qu'il ne vive pas dans l'ombre que j'ai portée trop longtemps. Je laisse le choix entre tes mains. Tu peux tout remettre à la police, ou tu peux garder le silence. Quoi que tu fasses, je ne t'en voudrais pas. Tu m'as déjà offert plus que je n'espérais. » Camille Théo relut la lettre plusieurs fois. Elle n'était plus là. Elle était partie, seule, sans lui laisser d'adresse, de contact. Rien. Juste ces mots. Et un vide. Il rentra chez lui à l'aube. La maison était vide. Les affaires de Camille avaient disparu. Seul restait le berceau de Léo vide et une couverture soigneusement pliée sur le canapé. Théo resta là, debout, dans le silence revenu, avec cette lettre entre les mains. Il avait une décision à prendre. Et comme elle l'avait dit, ce choix lui appartenait désormais. Le vide que Camille avait laissé dans la maison s'étendait bien au-delà des pièces silencieuses. Il avait pris racine dans chaque recoin de l'esprit de Théo, dans sa routine perturbée, dans ses gestes devenus mécaniques. Il travaillait à nouveau depuis son bureau, enchaînait les réunions, reprenait le contrôle de ses projets, mais il n'était plus tout à fait le même. Sur la table basse du salon, la lettre de Camille restait pliée avec soin, comme un rappel permanent de ce qui avait été. Théo n'en avait pas parlé à la police. Il avait longuement hésité, pesé chaque mot, chaque implication. Mais finalement, il avait choisi le silence. Pas par faiblesse, par loyauté. Il avait toutefois contacté un ancien ami des services de renseignement, un homme de confiance, à qui il avait remis la lettre, les images des caméras et les relevés liés à Arnaud. Il avait volontairement omis le rôle exact de Camille, ne livrant que ce qui pouvait servir à traquer le vrai danger. Il avait pris un risque, mais il l'assumait. Les jours devinrent semaines. La vie reprit son cours apparent, mais l'ombre de Camille planait encore, douce et amère. Chaque détail de la maison rappelait sa présence. Le tapis légèrement froissé dans le couloir, une tétine oubliée dans un tiroir, une photo floue de Léo prise avec son téléphone, restée dans la galerie par hasard. Un matin, alors qu'il travaillait sur sa terrasse, Jeanne, la gouvernante, lui apporta une enveloppe brune sans timbre ni adresse. Elle avait été glissée sous le portail. À l'intérieur, un simple papier plié. Aucune signature, aucun mot, juste une photo. Léo, assis sur un banc en bois au soleil. Il portait un chapeau blanc, un short léger. Il souriait à pleines dents. Derrière lui, des oliviers, des pierres claires. Le sud, la Provence peut-être, ou l'Espagne, ou ailleurs. Théo observa la photo longtemps. Son cœur se serra. Elle avait tenu parole. Elle l'avait prévenu qu'elle partirait. Et pourtant, elle lui avait aussi laissé un signe, une preuve, qu'ils étaient vivants et en sécurité. Il rangea la photo dans une boîte qu'il glissa dans un tiroir secret de son bureau, avec la lettre, avec un petit jouet en bois de Léo qu'il avait gardé, 3 fragments d'un moment suspendu dans le temps, d'un passage qui avait tout transformé. Le soir venu, un orage éclata sur Lyon. Théo sortit sur la terrasse, observa les éclairs danser dans le ciel. Il n'avait plus peur. Il savait maintenant que certaines histoires ne se terminaient pas vraiment. Elles se réinventaient. Elles laissaient des marques, pas visibles, mais durables. Il reprit sa routine, renforça sa sécurité, se concentra sur son entreprise. Mais à chaque orage, il s'arrêtait, observait les nuages, écoutait la pluie.
Comme un homme qui, au fond, espère toujours revoir un visage qu'il n'a pas oublié. Le temps avait passé. Les saisons avaient changé les couleurs autour de la maison. Les arbres du jardin s'étaient couverts de feuilles nouvelles, puis les avaient lentement abandonnées. Théo Marchand avait repris sa vie, ou du moins une forme de vie. Il travaillait, rencontrait des investisseurs, parlait dans des conférences, apparaissait dans les revues économiques comme l'un des entrepreneurs les plus influents de France. Mais dans l'intimité, rien n'était plus comme avant. Il ne parlait à personne de Camille. Elle appartenait à une strate de sa mémoire qu'il gardait verrouillée, non pas pour l'oublier, mais pour la préserver. Léo non plus n'était jamais mentionné. Et pourtant, chaque jour, Théo pensait à lui, à ses rires, à ses petites mains serrant les siennes, à la chaleur étrange qu'il avait ressentie en tenant cet enfant contre lui. Dans son bureau, au fond d'un tiroir qu'il ouvrait rarement, se trouvait toujours la boîte. À l'intérieur, la lettre de Camille, le jouet en bois, la photo reçue sans explication. Parfois, Théo y glissait aussi une pensée, un mot griffonné sur un post-it, des choses qu'il aurait dites à Léo ou à elle, s'ils étaient encore là. La pluie, surtout, réveillait ses souvenirs. Il avait développé une habitude presque rituelle. Chaque fois qu'un orage menaçait, il sortait sur la terrasse, parfois avec un verre à la main, parfois les mains vides. Il restait debout, observant les nuages, attendant. Quoi exactement? Un miracle? Un retour? Peut-être rien de tout cela. Peut-être seulement le droit de continuer à espérer. Un jour, alors qu'il s'apprêtait à quitter un événement caritatif en faveur des enfants réfugiés, une bénévole lui tendit un carnet oublié. Il l'ouvrit machinalement avant de le déposer à l'accueil. Entre les pages, un dessin d'enfant. Très simple. 3 silhouettes. Un homme, une femme, un enfant entre eux. Et sous le dessin, 3 lettres formées maladroitement. L, C, T. Théo resta figé, le carnet entre les mains. Il ne savait pas si c'était un signe ou une simple coïncidence. Mais il le garda. Il le glissa dans la boîte avec le reste. Il n'avait plus besoin de certitude, seulement de fragments. Un soir de printemps, alors que la pluie tombait fine, presque nostalgique, Théo sortit une nouvelle fois sur la terrasse. Il s'assit dans le fauteuil en rotin, regarda le jardin trembler doucement sous l'averse. Il ferma les yeux, écouta, et dans le silence mouillé, il crut entendre un rire, léger, bref, comme un écho du passé, ou peut-être un espoir de futur. Il ne se retourna pas, il n'ouvrit pas les yeux, il se contenta de sourire, parce que parfois ce qui est resté vaut plus que ce qui est parti.